Voilà, donc on reprend. Donc je disais que n'importe quelle matrice de taille NP, sans condition sur la matrice, je peux la décomposition comme U sigma fois V transposé. Alors U, c'est constitué des vecteurs propres de la matrice XX transposée, des vecteurs propres normalisés, et V est constitué des vecteurs propres de la matrice X transposée X. Encore une fois, les vecteurs propres normalisés. Et bien sûr, il faut prendre les vecteurs propres dans un certain ordre. Alors, par exemple, la colonne UJ, donc UJ, c'est la jème colonne de la matrice U. VJ, c'est la jème colonne de la matrice V. Alors, UJ, c'est un vecteur propre de la matrice XX transposée. VJ, c'est un vecteur propre de la matrice X transposée X. Il se trouve que UJ avec VJ possèdent la même valeur propre lambda J. Et maintenant, ce qui reste à déterminer, c'est la matrice sigma. La matrice sigma a soit cette forme-là, soit cette forme-là. Après, ça dépend si n supérieur à p ou bien p supérieur à n. Et donc, les sigma i, ou les sigma j, c'est égal à la racine de lambda j. Donc, lambda j, c'est les valeurs propres associées au vecteur propre uj ou bien lambda j ou bien vj. Et encore, c'est organisé dans un ordre croissant. Donc, sigma 1 supérieur dans un ordre plutôt décroissant. Sigma 1 supérieur à sigma 2, supérieur à sigma 3, jusqu'à sigma 1. Voilà. Donc, je passe. Donc, la décomposition, cette décomposition-là, je peux l'écrire aussi comme U1 sigma 1 V1. C'est-à-dire, au lieu de prendre la matrice entière, au lieu de prendre la matrice U, la matrice entière, je vais prendre une sous-matrice de la matrice U. Une sous-matrice de sigma et une sous-matrice de V. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que dans la matrice sigma, dans cette partie-là, il y a des zéros. Ou bien dans cette partie-là, il y a des zéros. Donc, en fait, il y a une partie qui est égale à 0 qui va, comment dire, qui va annuler ce produit-là. Donc, donc, si j'enlève cette partie de 0, j'obtiens x égale U1 sigma 1 V1. Que je peux écrire aussi comme la somme de sigma i. Donc, sigma i, c'est les valeurs sur la diagonale de sigma 1. UI, c'est les vecteurs propres de U1. Et VI, c'est les vecteurs propres de grand V1. Voilà. Donc, vous avez ici une méthode pour, bien, ici un algorithme qui permet de calculer la décomposition en valeur singulière, la SVD. Et en fait, cet algorithme, ça permet de calculer la décomposition compacte. Donc, je vais a deux décompositions SVD, on a la full décomposition, donc la décomposition complète, et la décomposition compacte. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que ça, c'est ça, mais j'enlève, ici, j'enlève la partie 0. D'accord? Donc, par exemple, sigma, je ne garde que cette partie-là, ou bien cette partie-là. J'enlève la partie 0. Et donc, les vecteurs de U et de V, par exemple, le vecteur, la colonne de la matrice U, va être tronquée. Donc, par exemple, U fait un vecteur de la colonne fait 10. Quand je fais la troncature, j'aurai uniquement cette valeur. Voilà. Juste une minute. Hein. Attendez une minute. Donc, je tiens. Désolé pour cette petite interruption. Donc voilà.
Alors, je disais que cet algorithme, ça permet de calculer la SVD compacte et pas la SVD complète. Donc, faites, vous pouvez revoir cet exemple et faites aussi l'exercice de la série de TD. Donc, parmi les applications de la SVD, c'est la résolution des systèmes linéaires. Donc, on aura l'occasion de voir ça au prochain chapitre. Ça permet aussi de calculer la pseudo-inverse. Donc, n'importe quelle matrice A possède un pseudo-inverse. Et le pseudo-inverse, la matrice pseudo-inverse, est utilisée dans la résolution des problèmes des moindres carrés. Alors, la pseudo-inverse, c'est une matrice A+, qui vérifie les 3 conditions ou 4 conditions. A plus A égale à A plus A plus égale A plus, ainsi de suite. Donc, on a les 4 conditions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la pseudo-inverse, je peux l'écrire explicitement dans certaines situations. Si A possède des colonnes linéairement indépendantes, ça c'est équivalent à A étoile A est inversible. Alors, ce que j'écris ici, vous pouvez le vérifier. Et essayez de le vérifier à titre d'exercice. C'est que les colonnes de A sont linéairement indépendantes. C'est équivalent à dire que A étoile, le conjugué, A étoile A est inversible. Alors, dans ce cas-là, la pseudo-inverse, la matrice pseudo-inverse, est un inverse à gauche de la matrice A. C'est-à-dire A plus A est égal à l'identité. Et en plus, la matrice pseudo-inverse, je peux l'écrire explicitement comme A étoile A moins 1, A étoile. Donc là, j'utilise l'inverse de la matrice A étoile A. Et pourquoi la matrice A étoile A est inversible? Parce que les colonnes de A sont linéairement indépendantes. Alors pareil, si les lignes de A sont linéairement indépendantes, ça c'est équivalent à A étoile est inversible. Dans ce cas, A plus est un inverse à droite de la matrice A, ça veut dire que A plus égale l'identité, et A plus s'écrit sous cette forme explicite. Et d'une manière générale, donc là c'est le premier cas, ça c'est le deuxième cas, ça c'est le premier cas où je peux calculer explicitement la pseudo-inverse, ça c'est le deuxième cas, et généralement je peux utiliser la SVD pour calculer la matrice pseudo-inverse. Donc la pseudo-inverse de X est égale à V, les DI moins 1 fois U transposé. Alors V et U, c'est les matrices qu'on a définies auparavant. On va le dire en arrière. Voilà, UV. Le D, c'est sigma. Excuse-moi pour les notations. J'aurais dû écrire sigma à la place de D. Donc, les DI, c'est les sigma I. Voilà. Alors, pareil, la SVD, ça peut être utilisé pour la SVD compact, ça peut être utilisé pour les modèles de lower rank, c'est-à-dire comment traduire les. Alors, comment dire le rank d'une matrice? Le rang, voilà. Donc voilà, ça, je ne sais pas comment traduire, c'est low rank approximation, c'est approximation par des matrices de rang faible, si j'ose dire. Ça peut être, ça peut être utilisé en compression d'image. Donc je vais passer cet exemple que vous pouvez lire, c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que c'est similaire à ce que j'avais expliqué auparavant. Si je reviens en arrière, j'avais parlé tout à l'heure de x égale la somme de xi fois ei et que je peux faire une compression en faisant une troncature. Au lieu d'aller jusqu'à n, je vais m'arrêter à quelques éléments seulement. C'est-à-dire, par exemple, si n égale 65 000, je peux m'arrêter à 200. Et comme ça, je fais une troncature, je vais négliger les termes à partir de 200 et je gagne en compression.
Alors, ce qui est différent, c'est que on n'a pas utilisé la base canonique, mais on a utilisé la SVD. Voilà. Maintenant, on va passer à notre titre, c'est les méthodes de reconstruction, les méthodes algébriques de reconstruction. Et quand on dit algébrique, c'est-à-dire c'est des calculs, généralement c'est des calculs d'algèbre linéaire. Donc la reconstruction d'images, c'est un des problèmes importants au traitement d'images. Ça suppose qu'on a une image idéale qui s'est dégradée. Donc, et on essaie de retrouver l'image initiale. Et avant de faire ça, on écrit le modèle de dégradation comme le suivant. X est égal à Y plus Y. Donc, X, c'est l'image observée, bien dégradée. Y, c'est l'image originale, inconnue. A, c'est un opérateur de dégradation. Et Y, c'est un bruit. Dans ce cas-là, c'est un bruit additif. Donc, je pense qu'on avait vu déjà des exemples de dégradation. Alors, par exemple, si je choisis A comme la matrice identité, X sera égal à Y plus Y. Donc, c'est quoi X? C'est Y bruité. Donc, c'est Y plus un bruit additif. Je peux aussi, par exemple, traiter le problème de flou quand j'ai une image floue. Alors là, je vous pose une question. Comment je peux modéliser mathématiquement cette dégradation du flou? Image floue. Comment je peux la modéliser mathématiquement? C'est-à-dire, comment j'obtiens une image floue à partir d'une image nette? Achoré. Oui, Achoré. Non, pas de réponse. Abdelnour. Pas de réponse. Abdelrahman. L'image, on ajoute un bruit de type gaussien, le multiplicatif. Non. Quand il y a un bruit, tu l'image bruitée. Mais c'est image floue. Qu'un faire une image bruitée, même si le bruit est gaussien, et une image floue. Ce n'est pas la même chose. C'est winner au stade. Non? Convolution de winner. Alors, pas winner, mais convolution. Quand je fais la convolution avec un noyau de convolution, par exemple le noyau gaussien, l'image devient floue. C'est différent, quand je fais une convolution, c'est différent que de faire l'addition, je vais faire la somme avec un bruit, avec une fonction gaussienne, avec un bruit gaussien. D'accord? Donc, un faire le bruit, donc je rajoute un bruit et je fais la convolution avec le noyau gaussien. Ce n'est pas la même chose. Quand je fais la convolution avec le noyau gaussien, l'image devient floue. Quand je fais la somme avec la gaussienne, ou un bruit gaussien plutôt, avec un bruit gaussien, parce que c'est un bruit aléatoire, l'image devient bruitée. D'accord? Et en plus, le bruit n'est pas forcément un bruit gaussien. Alors, quand je fais dans la somme additive, regardez quoi un autre bruit. D'accord? Et donc, voilà. Maintenant, pour avoir une image floue, l'opérateur A, je peux le définir comme la convolution avec une gaussienne. Et je peux faire les deux. Je peux faire la convolution avec une gaussienne et puis rajouter un bruit. Donc là, j'obtiens une image floue et bruitée en même temps. Et donc, en fait, ce modèle de dégradation est choisi, on définit un modèle de dégradation en fonction de l'image observée. L'image, on regarde, on examine l'image, on essaie de comprendre la dégradation et ensuite on modélise la dégradation. Si c'est une image floue, je considère que j'ai une convolution avec une gaussienne. Si c'est une image bruitée, je considère que A, c'est l'identité. Là, j'ai l'addition avec un bruit gaussien. Si c'est une image
flou et bruité en même temps, ben, je fais les deux. Je peux avoir une autre dégradation. Je peux y appeler une autre dégradation. Neriman. Non, Neriman, mais chez rien. Alors, Riesh. Une autre dégradation. Oui, monsieur. Je sais Oui. pas, monsieur. J'en sais pas. شفنا في les modèles de restauration une image où il y a une partie cachée, où il y a un trou noir. شفناها normalement. Je pense شفناها. Donc, par exemple, où il y a des taches. Avec une image, il y a une partie qui est cachée, ou il y a une couleur, avec la couleur. Ou voilà, une partie cachée, qui est un objet qui est caché par un autre objet. Donc, on essaye d'enlever avec l'objet qui est en avant pour retrouver l'objet caché. Dans ce cas-là, il faudrait définir l'opérateur A d'une manière particulière. Donc, voilà. Donc, je passe. Alors, si je considère ce modèle de dégradation, x égale a, y plus y, la première idée qui vient en tête, c'est si je connais l'opérateur a, je peux, parce que là, je connais x, je peux connaître a, et la question, c'est calculer y. Alors, une solution, la première idée qui vient en tête, c'est pourquoi ne pas écrire y est égal à moins 1 fois x. Donc, ça, c'est une méthode algébrique. X, pardon, il y a une petite erreur. Excusez-moi parce que j'ai pas, parce que quand j'écris le polycop, je n'ai pas eu le temps de corriger, mais là, c'est plutôt y est égal à moins 1 de x. D'accord? Parce que là, on a x est égal à y. Donc, y chapeau est égal à moins 1 de x. Ou là, y, je fais plutôt l'inverse. Je vais écrire y est égal à x. D'accord? Et donc, x chapeau est égal à moins 1 de y. Donc ça, c'est une méthode algébrique naïve pour la reconstruction d'image. Alors, A-1, pourquoi naïve? Parce que, premièrement, A-1, la matrice A n'est pas forcément inversible. Et deuxièmement, il y a le bruit, y, présent. Et donc, si j'écris y égale A-1x, en fait, j'ai y est égal à moins 1x moins a moins 1 epsilon. Epsilon, je ne sais pas la valeur de epsilon. Donc, quand je fais le calcul, je suis obligé de prendre uniquement x. Mais à partir de cette équation, que y c'est a moins 1x moins a moins 1 epsilon. Donc, on a uniquement a moins 1x. Il y a un autre terme que j'ai négligé. C'est quoi ce terme-là? C'est a moins 1 epsilon. Donc, voilà. Donc, je reprends. Cette formule a deux défauts. Le premier, c'est que A, ça peut ne pas être inversible. Et le deuxième, c'est qu'il manque un terme qui est moins A moins epsilon et que je ne connais pas. Parce que le bruit, je ne connais pas les valeurs du bruit. Voilà. Et donc, pour pouvoir calculer l'inverse, je peux utiliser la décomposition en valeur singulière, la SVD. OK. Alors, je passe. Alors, vous pouvez lire aussi ici sur l'effet, parce que je ne peux pas tout expliquer en détail. Essayez de préparer des questions si vous en avez. Vous pouvez lire ici l'effet du bruit sur la reconstruction et que la SVD, elle est meilleure que le calcul direct de A-1. Maintenant, ça c'est la méthode algébrique, ça c'est des méthodes algébriques directes, naïves. Il existe des méthodes qui sont meilleures et plus pratiques et qui sont basées sur l'optimisation. Donc, tout ça, c'est une introduction pour justifier
l'utilisation des méthodes d'optimisation en traitement d'image. Et donc, pour résoudre le même problème, plutôt qu'utiliser des méthodes algébriques naïves et qui possèdent des performances limitées, on va opter pour des méthodes d'optimisation. Alors, les méthodes d'optimisation, généralement, j'écris la solution, et quand j'écris chapeau, ça veut dire que c'est une estimation de la solution. La solution, c'est l'argmin, donc je minimise, c'est l'argument qui minimise, une fonction qui dépend de x, x l'inconnu, et qui dépend aussi de y, où y, c'est l'image observée, observed image. D'accord? Ou c'est l'image bruitée. Donc, y, c'est l'image bruitée, observée. X, c'est l'inconnu. Donc, G, manège deux variables. Faites attention. La fonction G a une seule variable. La variable de G, c'est X. Y, c'est l'image observée connue. Et généralement, cette fonction qu'on minimise est composée de la somme de deux termes. Il y a ce qu'on appelle le terme d'attache aux données et il y a le terme de régularisation. Et les deux termes, il y a un poids qui permet de pondérer les deux termes. Ça veut dire qu'il va donner plus ou moins d'importance, soit au premier terme, soit au deuxième terme. Ou bien, d'une autre manière, ça va contrôler la quantité de régularisation de la solution. Voilà. Donc c'est ce que j'explique ici. Alors, le terme d'attache aux données, le HXY, il décrit la relation entre X et Y. Et ce terme d'attache aux données, en fait, je le définis à partir du modèle de dégradation, à partir de ce modèle-là, de l'équation M2. Donc, en fonction de ce modèle-là, par exemple, si A, c'est l'identité, le terme d'attache aux données, c'est X moins Y, la norme au carré. Si A, c'est une convolution avec gaussienne, ben pareil, c'est X moins AY, la norme au carré, ainsi de suite. Donc, le terme d'attache aux données, HXY, doit être défini en fonction du modèle de dégradation. Phi de x, vous voyez que phi ne dépend pas de y. Phi de x, c'est un modèle de régularisation. Alors, qu'est-ce que c'est de régularisation? Premièrement, ça régularise le problème, parce que le cas de le phi, uniquement le terme hxy, je peux avoir plusieurs solutions. La solution me trouve unique. Donc, c'est le premier problème. Et deuxième problème, la solution que j'obtiens, le x que j'obtiens, ça peut être une fonction, une image qui n'est pas régulière. Maintenant, on a l'image bruitée. Et moi, je cherche une image qui n'est pas bruitée, ça veut dire une image régulière. Si je minimise directement HXY, je n'obtiens pas une image régulière. Donc, je suis obligé de rajouter un terme qui permet d'assurer la régularité de l'image de la fonction X. Et le poids taux a le rôle d'un poids de régularisation. Quand le taux, la valeur de taux QPA, quand la fonction X est régulière. Donc, plus taux est grand, meilleur ou plus la fonction X est régulière. Alors, cette manière de régularisation s'appelle la régularisation de Tikhonov. Donc, le fait de rajouter un terme de régularisation, plus, ça c'est la régulation de Tikhonov. Je peux aussi régulariser d'une autre manière, soit la régularisation de Morozov, soit de Ivanov. Et dans ces deux types de régularisation, la somme des deux termes, je minimise une fonction sous contrainte que l'autre fonction est inférieure à epsilon. Donc, soit je minimise f de x, l'attache aux données, sous contrainte que le terme de régularisation soit inférieur à delta, soit je minimise le terme de régularisation sous contrainte que le terme d'attache aux données soit inférieur à epsilon. Alors, voilà. Donc ça, c'est un exemple de régularisation de traitement d'image qui ressemble plus à la minimisation du gradient de l'image. Donc, vous pouvez lire et je préfère passer. Voilà, voici quelques exercices.
Donc, essayez de faire l'exercice. Et ce que je vous demanderai de faire, 4 exercices seulement. OK. Alors, ce que je vous demanderai de faire, c'est faire les exercices, les rédiger et m'envoyer la solution. D'accord? Donc, vous avez une semaine, avant la semaine prochaine, avant la séance prochaine, essayez de m'envoyer la solution de la première séance. C'est bon? Blabès. Oui, monsieur. Alors, حطي هذا الميساج في je pense qu'il y a un groupe تاع فيسبوك tout le monde est membre si Oui. j'ai bien compris. Donc حطي هذا الميساج في الجروب فيسبوك à faire donc devoir maison résoudre les exercices les 4 exercices de la série et m'envoyer la solution rédigée. D'accord. Oui, d'accord. Alors ici تخدموا بلا تك. نعم monsieur, je قلت. تخدموا بلا تك. Vous avez l'habitude de rédiger avec la tech. Oui, قريناها في الأس1. Très bien. Donc, essayez de rédiger les solutions avec la tech et vous m'envoyez le fichier source et le PDF. Et bien sûr, évitez avec le copier-coller ou la تشوفوا مع صحابكم. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord? Parce que مش راح أنا corriger, je vais donner une note à les gens qui écrivent, mais مش راح نعطي une note à la juste ou la faux. D'accord? Donc, avec le copier-coller, ça ne sert à rien. D'accord? Ou le copiage, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant, avant de passer à l'exercice au chapitre 2 plutôt? Ok, très bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, on commence, là, on passe au chapitre 2 et ça concerne l'optimisation avec et sans contrainte, de manière générale. Alors, on va commencer par des généralités et principalement, on va donner le théorème d'existence et d'unicité de la solution du problème de minimisation. On verra le cas de l'optimisation sans contrainte. Ensuite, l'optimisation sous contrainte égalité. Ensuite, l'optimisation sous contrainte inégalité. Et on verra aussi des problèmes de moindre carré et des applications en traitement d'image. Voilà. Donc, on a une fonction définie sur un ensemble U, sur un ouvert U, ou un ensemble U de Rn dans R, dans la droite réelle HV, R union moins l'infini plus l'infini, et on cherche à minimiser la fonction f de x sur U. On définit, je ne sais pas comment ça se traduit, sublevel, un sous-ensemble, non, un ensemble de sous-niveaux. Bon, je connais les ensembles de niveaux, sublevel, je ne sais pas comment traduire. Donc, c'est l'ensemble des x dans le domaine de définition de f, tel que f de x inférieur à c. L'ensemble de sous-niveaux, le sublevel, dépend bien sûr de f, mais aussi de la constante c. On définit l'épigraphe comme l'ensemble des xy dans Rn plus 1, tel que f de x inférieur à y. Donc, f est dite fermée, closed, si son épigraphe est fermée. Alors, on a la proposition f est fermée, si seulement si, tout c'est sous sub-level sets sont fermés. Donc, je vais dire ça comme ça, c'est plus simple. Maintenant, si f est fermé, on a besoin de f fermé avec des sub-level sets bornés, alors f possède un minimiseur. Maintenant, cette fermeture de la fonction f, qui est définie comme la fermeture de son épigraphe, est souvent caractérisée par une autre propriété, plus simple à manipuler, qui est la semi-continuité. Alors, grosso modo, une fonction est semi-continue supérieurement en un point x0 si, d'une manière générale, roughly speaking, les valeurs de la fonction proche de x0 ne sont pas trop supérieures à f de x0. Et c'est pareil pour la semi-continue inférieure.
on va, ou bien de manière plus simple et plus claire, f est semi-continu inférieurement en x0 si quelque soit epsilon existe θ, tel que si x est proche de x0 dans une boule de centre x0 et de rayon delta, f de x est supérieur à f de x0 moins epsilon. Donc f de x n'est pas très inférieur à f de x0. D'accord? Donc c'est soit proche de f de x0 est inférieur, soit c'est supérieur. Donc vous voyez la différence avec la continuité. Alors la continuité a f de x entre f de x moins x0, f de x0 moins epsilon et f de x0 plus epsilon. Pour la semi-continuité inférieure, on a uniquement un sens de l'inégalité et pas les deux sens. Maintenant, f de x inférieur à f de x0 plus epsilon. D'accord? Donc ça, c'est pour la définition d'un espace topologique général. Et pour les espaces métriques, la semi-continuité inférieure, c'est équivalent à f de x0 est inférieur à limite inf de f de x lorsque x tend vers f de x0. Donc maintenant, on a le théorème suivant. F est fermé si et seulement si f est semi-continu inférieurement. Donc lower semi-continuous. Maintenant, le théorème de Weierstrass d'existence de minimum ou bien du minimiseur. Alors, si f est fermé propre, alors propre, ça veut dire que il existe au moins une valeur de x telle que f de x est inférieure à plus l'infini. Alors, une fonction qui n'est pas propre, c'est une fonction qui est égale toujours à plus l'infini. Donc, propre, ce n'est pas une condition restrictive. Donc, si f est fermé, et si C est compact tel que C intersection domaine déficient de f différent de l'ensemble vide, alors f est borné f est minoré, f est minoré sur C et atteint sa valeur minimale. D'accord? Donc voilà, le théorème de Weierstrass, ça dit tout simplement qu'une fonction qui est fermée, bon, fermée, ça veut dire lower semi-continuous, semi-continue inférieurement, sur un compact, elle est minorée et elle atteint sa valeur minimale, tout simplement. On va dire ça comme ça. Semi-continue inférieurement est minorée sur un compact. Et en plus, elle atteint sa valeur minimale. Donc, ça vous rappelle peut-être le théorème de Weierstrass pour une fonction continue. Si une fonction est continue, elle est bornée sur un compact et elle atteint ses bornes inférieures et supérieures. On a juste une partie. Si elle est lower semi-continue, si elle est semi-continue inférieure seulement, mais si continue, alors elle est minorée, mais si minorée et majorée. D'accord? Maintenant, la compacité de l'ensemble C, ça peut être une condition restrictive. Je peux enlever la condition de compacité et la remplacer par une autre condition peut-être plus faible dans plusieurs situations, qui est la coercivité. Ça veut dire quoi, f coercive? Ça veut dire que lorsque x tend vers plus l'infini, la norme de x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Alors, dans ce cas-là, toujours une fonction f qui est propre et fermée. Si je rajoute la coercivité, je peux enlever la compacité de C. Donc, si je prends S, un ensemble fermé quelconque, qui est bien sûr l'intersection avec le domaine de f différent d'ensemble vide, alors f est minimal et elle atteint sa valeur minimale. F est minoré et atteint sa valeur minimale sur S. Donc voilà, donc pour l'existence de la solution, du minimum, alors soit on exige que f est semi-continu inférieurement plus l'ensemble sur lequel on minimise est compact, soit on suppose que f est semi-continu inférieurement plus coercif. Dans ce cas aussi, le minimiseur existe. Maintenant, je considère une fonction sur Rn.
Alors, quand on dit sur Rn, c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas de condition sur X et donc c'est un problème d'optimisation sans contrainte. Donc, je pense que vous connaissez tous le théorème sur la condition du premier ordre. Si X bar est un minimiseur de F, minimiseur local,